Que feriez-vous si la personne qui vous a élevé se révélait être le monstre contre lequel tout le monde a prévenu le monde, et que vous en aviez la preuve? Tout a commencé par un murmure ou une rumeur si improbable, si incroyablement invraisemblable, qu'elle a été écartée avant même d'avoir pu respirer. Rick Harrison, le négociateur acharné de DuPont, à Star, un homme synonyme de culture américaine, de personnage de Las Vegas et de royauté de la télé-réalité, s'est soudainement retrouvé au centre d'une histoire qui n'a pas seulement effleuré la surface du scandale. Cela a profondément touché la chair, la famille, le tissu même de la vérité. Mais personne n'a vu cela venir, pas de la part de son fils Corey Harrison. Corey n'a jamais été un paria. Il n'était pas séparé, et il n'était pas non plus la personne qui était partie il y a longtemps avec une rancune à régler. Non, Corey était là, dans le magasin, dans la série, aux côtés de son père dans presque chaque épisode, chaque négociation, chaque poignée de main. Pendant plus d'une décennie, les États-Unis les ont invités chez eux d'un simple clic de télécommande. Ainsi, lorsque Corey s'est manifesté, non pas dans une salle d'audience ou sur les réseaux sociaux, mais sur la plus grande plateforme de streaming au monde, tout a changé. Netflix a publié le documentaire sans tambour ni trompette. Il n'y a eu ni bande-annonce, ni tournée de presse, ni apparition dans des talk-shows. Il est apparu discrètement un mardi soir sous un titre grossier, Feram, The Ledger, Innocence mis en gage. Il n'y avait pas de slogan accrocheur, juste une phrase effrayante prononcée par Corey Harrison. Ce qui a suivi n'était pas un exposé familier teinté de nostalgie. Ce n'était pas une spéciale en coulisses. C'était un réquisitoire, une visite guidée à travers un labyrinthe de récits, de dossiers et d'aveux qui menait à une conclusion terrifiante. La star de télé-réalité bien-aimée Rick Harrison aurait été au centre d'une opération de traite d'êtres humains et de blanchiment d'argent qui a duré plus d'une décennie. Le documentaire ne commence pas par un générique. Cela commence avec Corey, seul dans une pièce sombre, les yeux vitreux et les mains agitées. « Je ne déteste pas mon père, dit-il doucement. Mais les gens ont besoin de savoir qui il était vraiment, qui il est vraiment, parce que je l'ai vécu, je l'ai vu. Je l'ai aidé sans même m'en rendre compte, et je ne peux plus me taire. » Ce que Corey a révélé ensuite a brisé l'image que le public avait entretenue pendant des années. Il a parlé de pièces cachées, de classeurs verrouillés, d'envois étranges qui n'ont jamais été enregistrés dans l'inventaire du magasin, de voyages qui ne correspondaient pas au calendrier de production de la série et de personnes visitant le magasin qui n'étaient ni des producteurs, ni des acheteurs, ni des fans, des gens en costume et avec un accent qui demandaient simplement à voir Rick. Au début, Corey avait des questions, mais chaque fois qu'il les posait, il était renvoyé. « Ne t'inquiète pas pour ça. Ce sont juste des affaires, tu ne comprendrais pas. » Et pendant un moment, Corey l'a cru. Pourquoi pas? Rick était son père, l'homme qui l'avait élevé, qui lui avait offert le magasin et qui l'avait rendu célèbre. Mais avec le temps, des fissures ont commencé à apparaître. Les expéditions sont arrivées à l'aube. Le bureau de Rick est devenu plus fortifié. Et un jour, Corey a trouvé quelque chose qui l'a brisé, un registre, non pas d'objets mis en gage ou de chiffres de vente, mais de noms initiaux et de ce qui semblait être des références codées à des enfants. Au début, il ne voulait pas croire ce qu'il voyait. Il a confronté Rick. Le moment a été diffusé sur un son caché que Corey a enregistré lors de ce qu'il a appelé la « confrontation finale ». Dans le documentaire, l'audio est diffusé brut et non édité. « Corey, j'ai trouvé ton livre, papa. Celui qui se trouve dans le tiroir sous le coffre-fort des armes à feu, celui qui n'a pas sa place dans un prêteur sur gage. » Le silence de Rick était assourdissant. « Quel est le projet ?» a demandé Corey. Longue pause. « Ne posez pas de questions dont vous ne voulez pas connaître les réponses, répondit finalement Rick. C'est à ce moment-là que Corey comprit qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Il a commencé à tout rassembler, fichiers de sauvegarde, emails, relevés bancaires, disques durs du système de sécurité du bureau. Plus il en trouvait, plus il réalisait que ce n'était pas quelque chose d'isolé. Ce n'était pas seulement une affaire secondaire qui avait mal tourné. C'était une opération internationale. Rick Harrison, le visage de la décence à la télévision américaine, aurait bâti un empire logistique qui déplaçait bien plus que des antiquités. Cela a déplacé des enfants, de l'argent et des personnes dans et hors d'un système conçu pour effacer leur identité et profiter de leur souffrance. Le documentaire emmène les spectateurs à travers le parcours de Corey, le moment où il a tenté de s'adresser à la police et a été rejeté, les agents fédéraux qui l'ont finalement entendu, les lanceurs d'alerte qui ont commencé à émerger après que Corey a rendu public son histoire, et les survivants qui se sont finalement sentis vus.
Cela montre également les conséquences néfastes de cette révélation sur Cory. Rick a coupé tout contact avec son fils. Les membres de sa famille se sont retournés contre lui. Les producteurs de l'émission ont envoyé des lettres de CS et au moins 3 sociétés ont tenté d'empêcher Netflix de diffuser le documentaire. Une entreprise a menacé de poursuivre Cory en justice pour diffamation. Un autre a affirmé que Cory avait manipulé des fichiers, une affirmation qui a ensuite été réfutée lorsqu'un audit médico-légal a vérifié chaque horodatage numérique. Mais Cory a tenu bon. Il raconte le documentaire non pas comme une victime, ni comme une star, mais comme quelqu'un qui se libère d'une vérité qui a failli le détruire. Je l'ai aidé à le dissimuler pendant des années sans le savoir, raconte-t-il dans les dernières minutes. Chaque fois que j'acceptais un chèque, chaque fois que je souriais à la caméra, je faisais partie du mensonge. Mais maintenant j'ai fini. C'est ma façon de redonner. C'est ma façon de le faire tomber. Quelques heures après la sortie du documentaire, les réseaux sociaux se sont allumés et des extraits du film sont devenus viraux. Les téléspectateurs ont été choqués, non seulement par les accusations, mais aussi par la conviction froide et calme de la voix de Cory. Je n'essayais pas d'être sensationnel, j'essayais d'être cru, a-t-il déclaré. Et les gens écoutaient. Le lendemain, à l'aube, Jérôme Jorn, Innocence Promise s'était hissé dans le top 10 mondial de Netflix. À midi, le FBI a publié une déclaration brève et prudente, « Nous sommes conscients du contenu du documentaire et examinons les nouveaux documents fournis par M. Cory Harrison. » Pas de refus, pas de licenciement, juste un avertissement. Dans les 24 heures, le domicile de Rick Harrison a de nouveau été perquisitionné. Cette fois, les agents fédéraux sont sortis avec des cartons de preuves. Aucune accusation n'a été déposée ce jour-là, mais le message était clair. Rick n'était plus seulement un suspect, il faisait l'objet d'un examen minutieux à l'échelle nationale. Les médias ont vite rattrapé leur retard. Certains ont mal interprété l'histoire, toujours peu disposés à croire qu'une personne si aimée puisse être capable de tels actes. D'autres se sont montrés prudents, évitant les noms, citant une ancienne figure de télé-réalité. Mais les gens le savaient. Ils avaient vu le documentaire, ils avaient entendu Cory parler, et maintenant ils voulaient des réponses. L'introduction de ce documentaire a non seulement marqué le début de la chute d'une personnalité publique, mais aussi le début d'un bilan pour toute une industrie. Cela a forcé l'Amérique à poser des questions inconfortables. Combien d'autres Rick Harrison y a-t-il? Combien d'enfants ont disparu sous la surface de la richesse et de la renommée? Depuis combien de temps les systèmes en qui nous avons confiance cachent-ils les monstres derrière le rideau? Ce n'est que le début. Mais de quel genre de début s'agit-il? Grâce à Cory Harrison et à un registre noir qui n'aurait jamais dû voir le jour, la vérité ne frappe pas seulement. C'est défoncer la porte. À l'époque, Cory admet qu'il avait attribué le fait que Rick était ric, privé, protecteur, un peu paranoïaque. Mais avec le recul, Cory dit à propos des anciennes images en boucle des caméras de sécurité du magasin, ce n'était pas de la paranoïa, c'était du contrôle. Il s'assurait que personne ne voit ce qu'il ne voulait pas qu'il voie. Chapitre 2. C'est le moment où le ton change. Ce n'est plus seulement Cory qui parle. Les téléspectateurs découvrent une jury comptable, une femme nommée Valérie Granger, qui s'est occupée de crimes financiers très médiatisés pendant 2 décennies. Elle a été embauchée par Cory après avoir découvert un cahier que Rick gardait caché derrière le coffre-fort de son bureau à domicile. Celui qui ne figurait dans aucun inventaire de l'entreprise, rempli d'entrées écrites en sténographie énigmatique. Ensemble, ils présentent le grand livre. Ils n'affichent pas les objets mis en gage, mais les mouvements, les personnes, les actifs, les vols et les codes tels que IS1, C.P19 et RH. Il existe des transferts entre sociétés écrans, des liquidités circulant via des donateurs et vers des comptes basés au Belize, à Chypre et à Malte. Granger confirme. C'est le langage du blanchiment d'argent. Sans aucun doute, ce ne sont pas des codes commerciaux, ce sont des identifiants de trafic. Ces personnes ont été cataloguées, déplacées, réaffectées. Chapitre 3. Les emails. Le documentaire passe ensuite aux communications internes sauvegardées à partir des appareils personnels de Rick Harrison, auxquels Cory a secrètement accédé après que Rick n'ait pas réussi à les verrouiller à temps. S'en sont suivis des centaines de messages entre Rick et des individus aux pseudonymes énigmatiques, Ketsegoyo, Teti, Doff, David, Gofk, Tredobot. Dans un email envoyé le 15 août 2019, le message se lit comme suit: terminez le cycle de transfert de via Harvey Shell. Utilisez le filtre Delta la prochaine fois, trop de bruit.
Un autre dit, Bimopra rediriger les optiques. Nous livrerons le jour à comme prévu. Rick a ouvert la voie. Il ne s'agissait pas de cas isolés. Il y en avait davantage. Chapitre 4. C'est le segment le plus inquiétant. Le documentaire met en scène des survivants. Leurs visages sont flous, leurs noms ont changé, mais leurs histoires sont douloureusement vivantes. Une jeune fille, aujourd'hui âgée de 17 ans, raconte qu'elle a été emmenée à 11 ans par une femme prétendant représenter un programme d'aide humanitaire au Belize. Elle a été emmenée aux États-Unis sous un faux nom, avec un passeport l'identifiant comme étant Maria Bene. Elle a été emmenée dans une propriété du Nevada, où elle a été photographiée, examinée et détenue pendant des semaines. Elle n'a jamais vu le monde extérieur jusqu'à ce que l'établissement soit perquisitionné. Les images la montrant des photos de Rick Harrison et Corey. Celui-là, dit-elle en désignant Rick. Il l'appelait le coffre-fort. Il renfermait les gens. Un autre garçon du Honduras raconte avoir traversé ce qu'il décrit comme un tunnel de gentillesse, pour ensuite être trafiqué entre deux établissements, l'un au Mexique, l'autre à Las Vegas. Il montre également la photo de Rick. Je l'ai vu 2 fois. Il l'a regardé depuis la caméra. Il n'est jamais tombé en panne. La voix de Corey suit, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était ce qui était à côté de moi pendant toutes ces années. Et je suis désolé. Chapitre 5. Le réseau. Un expert en analyse de réseau guide le spectateur à travers une carte numérique construite à partir du grand livre de Rick. Cette carte montre comment les célébrités, les sociétés écrans et les dons ont été acheminés vers un seul canal, fait Dripstone Logistique. De la bourse J7 Youth Empowerment Scholarship au fonds d'éducation Oprah, l'argent affluait vers des comptes qui menaient directement aux entrepôts de Rick, Silverback Venture, fait Mifield Holdings, tous enregistrés sous des propriétaires fictifs et gérés par RHLC, la marque personnelle de Rick. Chapitre 6. Fait essence. Ce chapitre explore comment Rick a échappé à la détection. Entretien avec d'anciens étoiles de pion. Les producteurs font allusion à la censure, aux modifications suspectes et aux accords de confidentialité couvrant des activités sans rapport avec l'émission. Un ancien assistant de production avoue, il y avait des choses que nous n'étions pas autorisés à filmer et des salles dans lesquelles nous ne pouvions pas entrer. Les soumissions ont été supprimées des images et on nous a dit de ne jamais demander. Chapitre 7. Le dernier chapitre est intime, brut. Corey est assise seule. Il m'a fallu tout pour faire ça. J'ai perdu mon père. J'ai perdu mon travail, ma réputation. Mais s'il n'y a qu'un seul enfant qui est encore en vie parce que j'ai dit quelque chose, alors je recommencerai. Le documentaire se termine sans musique, juste un écran noir. Le texte apparaît, plus de 19 téraoctets de données ont été remis au FBI. Les enquêtes sont en cours. Rick Harrison n'a fait aucune déclaration publique. Le générique défile en silence, mais Internet est loin d'être silencieux. L'audience Netflix pour Heath Ledger Innocence Promise a battu des records en 48 heures. Twitter a explosé. Les créateurs de YouTube ont disséqué le documentaire image par image. TikTok a explosé avec des extraits de déclarations de survivants et la narration de Corey. Les subreddits étaient inondés de théories, de connexions aux journaux de vol et de versions non censurées de mai. Le commentaire le plus effrayant est venu d'un utilisateur, ce n'était pas un documentaire, c'était un enterrement pour l'héritage de Rick Harrison. Corey ne l'a pas fait pour la gloire, elle l'avait déjà. Elle ne l'a pas fait pour l'argent. Elle a déclaré que tous les bénéfices seraient reversés à des fondations dirigées par des survivants. Elle l'a fait parce que, selon ses mots, tout a commencé simplement. Une émission de télé-réalité décalée se déroulant dans un prêteur sur gage à Las Vegas, mettant en vedette une famille de négociateurs coriaces et farfelus. Rick Harrison était le point d'ancrage de l'opération, la voix ferme, l'évaluateur chevronné, l'homme à la mémoire encyclopédique pour tout, des fusils de la guerre civile aux guitares des années 70. Pour les téléspectateurs, c'était quelque chose de rare à la télévision, digne de confiance. Contrairement à d'autres émissions de télé-réalité, Étoile de pion, il ne s'agissait pas de l'arme ou de trahison, il s'agissait de choses réelles. Antiquités, objets de collection, souvenirs étranges et objets de famille. C'était éducatif, divertissant et étrangement sain, quelque chose que l'on pouvait regarder avec son père un dimanche après-midi. Et au centre de tout cela se trouvait Rick. Il était l'expert, le patriarche, l'homme ordinaire. Son succès ne s'est pas fait du jour au lendemain. Né en 1965 en Caroline du Nord et élevé à Las Vegas,
la jeunesse de Rick a été tout sauf glamour. Il souffrait d'épilepsie lorsqu'il était enfant. Il a abandonné ses études secondaires et a commencé à juger avant d'avoir l'âge légal pour voter. Avec son père, Richard Harrison, il a ouvert le Gold et Silver Pawn Shop. C'était censé être une opération modeste, acheter bas, vendre haut, survivre. Mais Rick avait de plus grands projets. En 2003, il a commencé à présenter son idée d'une émission de télé-réalité qui raconterait la vie quotidienne du secteur des prêts sur gage. Faites Ticket Roadshow rencontre Faites Co, il l'a appelé une fois. Des dizaines de chaînes l'ont rejeté. History Channel a finalement accepté en 2009. Ce qui s'est passé ensuite a été un éclair de télévision. En un an, Étoile de Pion a été le plus gros succès du réseau. Des millions de personnes l'ont écouté chaque semaine. Le magasin est devenu une attraction de Las Vegas. Les touristes faisaient la queue pendant des heures en attendant de voir Rick, son père ou un employé préféré des fans. Il vendait des objets, il vendait des personnalités. Et le personnage que Rick s'est construit était magistral. Il était décrit comme rationnel, pratique et ferme, mais jamais cruel. Il a pris son temps pour expliquer la valeur des choses. Il a éduqué le public tout en prenant des décisions difficiles. Rick est devenu un symbole de l'entrepreneuriat américain, l'homme qui travaillait avec ses mains et son cerveau. Les entretiens avec Rick ont brossé un tableau cohérent. Il était calme, réfléchi et étudiant en histoire. Il a parlé de l'économie, de l'essor des objets de collection et de ce qui donne du sens aux objets. Il donnait l'impression d'être un homme qui n'avait rien à cacher. Cette image était lucrative. En 2012, Rick gagnait des dizaines de millions. Le magasin s'était agrandi, les offres de marchandises affluaient et Rick était devenu un auteur à succès avec son livre, Permis de mise en gage. Il est apparu dans des talk-shows de fin de soirée, a été invité dans des talk-shows politiques et a même fait des apparitions dans des sitcoms. Mais à mesure que la renommée de Rick grandissait, l'empire dans les coulisses grandissait également. Hors caméra, Rick investissait massivement. Il a acheté des biens immobiliers dans plusieurs États. Il a lancé des sociétés écrans et transféré des fonds vers des sociétés écrans, le tout sous le prétexte de diversifier ses actifs. La plupart des fans n'ont pas scié. Après tout, c'est à cela que ressemble le succès. Ce qu'ils n'ont pas vu, ce sont des filiales portant des noms comme FTRH Bold Holdings, Fed Silverback Import et FET Siambr Jumbridge Logistique. Des obus qui ont été révélés plus tard dans le fait Ledger Innocence mis en gage comme moyen de déplacer des fonds et des personnes sans supervision. Ce n'était pas seulement de l'immobilier. Rick a également investi dans la logistique. Il a affirmé qu'il s'agissait de transporter des marchandises mises en gage à l'échelle mondiale, mais en réalité, il y avait peu de traces de telles marchandises traversant les frontières internationales. Qu'est-ce qui traversait les frontières? Avions privés, dons à l'étranger, virements électroniques déguisés en expéditions caritatives, et le prêteur sur gage fonctionnait toujours. Son succès était une couverture parfaite. Chaque angle de caméra, chaque invité célèbre, chaque élément historique examiné sous des lumières fluorescentes, tout a contribué à l'illusion. Tandis que Rick blanchissait des millions de dollars en coulisses, le monde le regardait marchander des souvenirs d'Elvis Presley. Cette dualité était essentielle car, tandis que Rick apparaissait dans des talk-shows, déplorant l'inflation ou donnant des conseils financiers aux travailleurs américains, il dirigeait prétendument un réseau de trafic qui s'étendait des Caraïbes à l'Europe de l'Est, comparé au Texas, au New Jersey et au Nevada. Cependant, personne ne l'a remis en question, ni la presse, ni la chaîne, ni même les fans. Pourquoi le ferait-il? C'était Rick Harrison, la star de Étoile de Pion, le gars au t-shirt noir au ton doux et aux blagues sarcastiques. Le programme était une véritable locomotive. Chaque fois que quelqu'un essayait de creuser plus profondément, il se heurtait à des barrières invisibles. L'équipe de production de l'émission a maintenu un contrôle strict sur les modifications. Les invités étaient soigneusement examinés, le personnel était soumis à des accords de confidentialité et Rick était toujours prudent. Il n'a jamais parlé de politique trop fort et ne s'est jamais trop éloigné du scénario. Il savait comment mettre le public à l'aise. En coulisses, son équipe juridique était active. Plusieurs lettres de cessation et d'abstention ont été envoyées aux blogueurs et aux youtubeurs qui remettaient en question des pratiques commerciales mineures, jusqu'à ce que Cory les ferme. Ce qui rend cet épisode si déchirant, rétrospectivement, c'est le nombre de personnes que Rick a trompées, non seulement les téléspectateurs mais aussi les personnes les plus proches de lui. Chalet a un jour qualifié Rick de gars le plus honnête du magasin.
Le vieux Fed Harrison avait même enregistré une déclaration disant que Rick avait plus de sens des affaires dans son petit doigt que la plupart des gens n'en avaient dans tout leur corps. Même Cory a longtemps cru que son père était honnête. Je pensais que j'apprenais à gérer une entreprise, explique Cory dans le documentaire. Premier tour. L'ascension de Rick vers la gloire ne s'est pas seulement construite sur son charisme, il a été construit sur un contrôle méticuleux. Il savait comment façonner un récit, comment travailler avec les médias et comment instaurer la confiance avec des millions d'étrangers. Cette confiance est devenue son plus grand bouclier. Lorsqu'on a demandé aux fans pourquoi ils croyaient en Rick, les réponses étaient toujours les mêmes. Il a l'air d'être un gars sympa. Il est intelligent, mais humble. Ce n'est pas ostentatoire. C'est réel. Cette illusion était puissante. Cela a permis à Rick d'étendre son empire commercial sans contrôle, de déguiser des transferts suspects en dons caritatifs et de déplacer des actifs à travers les réseaux sous le radar sans éveiller les soupçons. Il n'avait pas besoin de se cacher dans l'ombre, il s'est caché à la vue de tous. Alors quand le Ledger Innocence a Penada diffusé, lorsque Cory Harrison a exposé l'infrastructure derrière le personnage télévisuel de son père, la réaction n'a pas été seulement un choc, c'était une trahison. Les gens n'aimaient pas seulement Rick, ils croyaient en lui. Et maintenant, chaque rediffusion, chaque clip, chaque négociation sur un fusil de la guerre civile semble entachée, non pas par ce qui était à l'écran, mais par ce qui se passait directement hors caméra ou dans un entrepôt, dans une pièce verrouillée, avec un registre plein de secrets et un sourire que l'Amérique n'a jamais remis en question. Chaque histoire qui ébranle le monde commence par un moment de fracture, quelque chose de profond, souvent invisible, une fissure dans les fondations qui se forment depuis des années, parfois des décennies. Pour Cory Harrison, ce moment ne s'est pas produit de manière spectaculaire. Cela se faisait en silence, dans des pièces calmes, dans des choses qui n'avaient aucun sens, dans des regards échangés mais jamais expliqués. Cela ne vient pas d'étrangers ou d'ennemis, mais de l'homme qui l'a élevé, son père, Rick Harrison. En apparence, Cory avait tout. Un spot dans une émission télévisée à succès. Une position de leader dans une entreprise multimillionnaire. Une vie que beaucoup enviaient de l'extérieur. Il était l'héritier d'un empire de Las Vegas bâti sur des actifs mis en gage et des négociations à l'ancienne. Mais sous cette surface, une tempête se préparait. Tout a commencé par des questions, de petites choses, un envoi qui n'apparaissait pas dans l'inventaire du magasin, un nom sur la liste de paie que personne n'avait vu en personne, des appels téléphoniques que Rick recevait dans l'arrière-boutique, chuchotant sur des tons que Cory n'avait jamais entendus auparavant. Puis vinrent les mots de passe. Rick a modifié l'accès à certains documents financiers que Cory avait déjà aidé à organiser. Des membres du personnel ont été licenciés sans raison. Les emplacements des entrepôts étaient loués auprès de SARL dont Cory n'avait jamais entendu parler. Au début, Cory l'ignora. Son père avait toujours été réservé, contrôlant. C'était le style de Rick. L'entreprise était son bébé et il la protégeait. Cory s'est dit que ce n'était rien ou plus sincèrement, il s'est convaincu que ce n'était pas ses affaires. Mais les questions n'ont pas disparu, ils se sont multipliés. Cory a commencé à remarquer des divergences dans les livres, dont faits sous le nom du magasin à des œuvres caritatives dont personne n'avait entendu parler, reçus de voyages qui ne correspondaient pas au calendrier de production de la série, notes manuscrites que Rick gardait dans un cahier à couverture noire qui n'était jamais laissé sans surveillance. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était la reconnaissance de forme. Cory avait grandi dans ce magasin, il savait comment les choses se passaient. Il savait à quoi ressemblait la normalité mais ce n'était pas ça. Un soir, après que Rick ait quitté le magasin plus tôt, Cory a décidé de suivre son instinct. Il est retourné au bureau. Le coffre-fort de Rick était ouvert, pas celui qui contenait l'argent et l'or, mais l'autre, celui derrière le classeur que Cory avait toujours supposé être réservé aux dossiers personnels. À l'intérieur, il trouva le premier morceau de ce qui allait devenir une cascade d'horreur, un disque dur, sans étiquette, posé dans un sac en velours à côté de plusieurs passeports, dont aucun n'appartenait à quelqu'un que Cory reconnaissait. Il a pris le chemin du retour et a passé des heures à le déverrouiller. À l'intérieur, il y avait des dossiers, des centaines, classés par année, par région, certains avec des initiales, d'autres avec des noms codés comme Ensemble Cyclo Indersoco, un Soco intérieur, Revenu, ou Château P3. Ce que Cory a découvert n'était pas un registre numérique des transactions sur gage, c'était quelque chose de complètement différent. Manifeste d'expédition. Approbation de transfert. Reçu dans 6 devises différentes. Nom des enfants. Nom de célébrités. Cory a regardé l'écran pendant près d'une heure,
puis a fermé son ordinateur portable, l'a mis dans un sac scellé et s'est assis sur son canapé en regardant le mur. Selon la chronologie fournie par Cory dans le documentaire Netflix, c'était début 2022. Il n'a pas parlé à son père pendant des semaines après cela. La prochaine fois qu'ils se sont parlé, ce n'était pas en personne. C'était un message vocal. Ne jugez pas les choses que vous ne comprenez pas, avait dit Rick. Il y a des raisons, des choses que vous ne saurez jamais, des choses que vous ne voulez pas savoir. Cory n'a jamais rappelé. Le point de rupture n'était pas seulement dû au document ou aux découvertes. C'était la prise de conscience qu'il avait participé sans le savoir. Il était avec son père à la télévision nationale, riant, marchandant, souriant tandis que cette vie plus sombre prospérait en arrière-plan. Cory se souvenait des livraisons qui arrivaient après les heures normales, des voyages que Rick faisait à l'étranger sans explication, des consultants qui restaient toujours hors caméra, et maintenant il savait de quoi il s'agissait. Dans le documentaire, Cory s'effondre en décrivant sa culpabilité. Je n'arrête pas de tout répéter. Chaque fois que je disais à quelqu'un, mon père est un génie. Chaque fois que je disais qu'il m'a tout appris. Je ne mentais pas, mais je ne savais pas non plus ce que je disais. Le bilan émotionnel a été immense. Cory s'est retiré de la série, s'éloignant des opérations quotidiennes du prêteur sur gage. Dans les coulisses, il a commencé à collecter tout ce qu'il pouvait, clés USB, relevés bancaires, téléphone de sauvegarde, emails d'anciens comptes. Il a embauché des experts privés en cybersécurité, des jurys comptables, d'anciens analystes du renseignement et a commencé à monter un dossier. Il lui a fallu plus d'1 an pour décider quoi en faire. Il s'est d'abord adressé discrètement aux autorités, mais rien ne s'est produit. Il n'y a eu aucune action immédiate, aucune arrestation. Il leur en fallait davantage. Il dit qu'il voulait que ce soit irréfutable, indéniable. C'est à ce moment-là que Netflix est entré en scène ou, plus précisément, lorsque Cory a contacté un documentariste indépendant qui avait auparavant travaillé sur des projets axés sur les survivants. La proposition n'était pas de faire un moment télévisé, c'était pour faire un disque. Je savais que le monde ne croirait pas cela si je le publiais simplement en ligne, a-t-il déclaré. Je savais que les gens diraient que j'étais amer, fou ou en quête d'attention, alors je devais faire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. C'est ainsi qu'a commencé le tournage de Fake, le grand livre, Innocentia Apenada. Mais Cory n'était pas seulement le visage du documentaire, elle en était l'épine dorsale. Elle l'a financé avec ses propres économies, étant présente à chaque entretien, fournissant des horodatages, des images et des heures de notes vocales traitant de ce qu'elle a trouvé. Elle a revu d'anciens épisodes de Étoile de Pion, notant des moments qu'elle reconnaissait désormais comme trop proches de la vérité ou une référence apparemment innocente à un voyage dans les Caraïbes, un commentaire désinvolte sur le fait que les véritables trésors étaient ceux qui ne sont pas exposés. Les choses qui ressemblaient autrefois à des blagues scénarisées ressemblaient désormais à du code. Pendant ce temps, le monde de Cory s'est effondré. Les amis se sont séparés. La famille élargie a cessé de répondre aux appels. Les marques qui avaient collaboré avec elle se sont retirées discrètement. À un moment donné, Cory dit qu'elle a envisagé d'abandonner le documentaire. Je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas tout gâcher. Mais ensuite je me suis dit, et si quelqu'un avait parlé il y a 10 ans? Et si l'un des enfants toujours portés disparus aurait pu être sauvé si quelqu'un avait dit quelque chose? Elle a décidé de réaliser le documentaire, non pas par vengeance, mais par survie. C'est comme ça que je me pardonne, dit-elle. Dire la vérité, même si cela me coûte tout. Cette vérité, une fois prononcée, commença à ouvrir des portes longtemps scellées. D'autres ex-employés ont commencé à parler. Des sources anonymes provenant des partenaires logistiques de Rick ont commencé à envoyer à Cory des données, des itinéraires, des noms et des photos. Plus elle en révélait, plus les autres se rapprochaient. D'une certaine manière, Cory est devenu le noyau d'une enquête en cours. Un lanceur d'alerte réticent, certes, mais aussi le symbole de quelque chose d'encore plus inquiétant, le mal ne porte pas toujours de masque, parfois, il porte un sourire, un polo noir, un micro et vous appelle, Phil. Et quand ce fils voit enfin ce qu'il y a en dessous, il a le choix, rester silencieux ou brûler la maison. Cory a choisi le feu. Derrière chaque bon mensonge, il y a une porte. Parfois littérale. Quelque chose qu'on traverse 1000 fois sans se poser de questions. Parce qu'il ne demande pas à être remis en question. C'est juste là au commun, insignifiant comme un couloir secondaire qu'on vous dit d'ignorer, comme un back-office dont personne d'autre n'a la clé. Pendant des années, cette porte existait à l'intérieur du Gold Silver Pawn Shop à Las Vegas.
Tout le monde l'a vue, mais personne n'y a touché. Jusqu'à maintenant. Elle était connue dans le cercle restreint sous le nom de salle BP. Pour les touristes et les spectateurs, le terme VIP Room évoquait des images de divs de célébrités et d'évaluations exclusives. Dans les premières saisons de Étoiles de Pion, Rick Harrison a même plaisanté en disant que c'était là que coulait l'argent réel. Mais c'était toujours un clin d'œil, une réplique inoffensive, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Selon Corey et Harrison, cette pièce n'a jamais été réservée aux pièces de monnaie rare ou aux peintures valant $1 million. C'était un coffre-fort. Une porte. Le cœur physique d'un réseau financier et de trafic d'êtres humains qui s'étendait sur tous les continents. Et ce qu'il y avait à l'intérieur finirait par réécrire à jamais l'héritage des Harrison. L'existence du salon VIP n'était pas un secret total. Les employés de longue date étaient au courant, mais la plupart pensaient qu'il s'agissait simplement du bureau privé de Rick, une zone de stockage verrouillée où étaient conservés des documents financiers confidentiels et des objets de valeur. D'autres n'ont jamais demandé, on leur a dit que cela ne les regardait pas. C'est ainsi que Rick fonctionnait, un accès sélectif et une confiance étroitement contrôlée. Mais Corey savait que quelque chose n'allait pas. Elle se souvient très bien du moment du documentaire. J'ai été dans le magasin toute ma vie. J'entendais chaque craquement du plancher, mais cette pièce était toujours interdite d'accès. Même lorsque je suis devenu copropriétaire, ils ne m'ont pas donné de clé. Mon père a dit que c'était pour des raisons de responsabilité. Je l'ai cru pendant un moment.